Bien. Bonjour à tout le monde. Je suis Olivier Morel, donc président de l'Unilet depuis juin 2020 et accessoirement, je suis en charge des activités surgelées du groupe Eureden. Alors tout d'abord, on ne se connaît pas. Au nom du conseil d'administration de l'Unilet, des salariés, des producteurs, des équipes, je voudrais sincèrement vous remercier pour avoir répondu présent à l'invitation. C'est un événement extrêmement important pour nous, c'est une première. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas peut-être très précisément notre filière. Et en tout cas, cet événement pour nous est important et je vous dirai pourquoi par la suite. Je vous demanderai aussi peut-être un petit peu d'indulgence parce que c'est une première et étant donné le contexte sanitaire, on le fait aujourd'hui, même si on est tous habitués à travailler en termes de visioconférence, faire une première conférence de presse avec vous en distanciel, il va peut-être manquer un petit peu la chaleur humaine. Donc voilà, je vous demanderai, et on n'est pas forcément rompu à ce genre d'exercice, donc par avance, je vous demanderai d'être indulgent, mais en tout cas, on ne manquera pas de partager avec vous notre passion. Je serai assisté pour cette présentation des deux vice-présidents de l'Unilet. Donc l'Unilet étant composé de deux collèges. Le collège des industriels, donc qui sera représenté par Cyril Auguste, qui est le vice-président du groupe légumes de la FIAC Légumes, donc FIAC, Fédération industrielle des aliments conservés, donc avec la section légumes, et représentant du collège producteur en tant que président du CENALDI, donc Jean-Claude Oran, également m'assistera pour cette conférence de presse. Alors, je vous disais en introduction, d'un point de vue aussi personnel, cette conférence de presse est importante pour nous. C'est une reconnaissance parce qu'on a fait le constat en 2020, au plus fort de la crise Covid, qu'on n'était pas forcément, très présent dans les médias. Alors, la faute nous en incombe, puisqu'on n'avait pas non plus pris forcément les initiatives de nouer le contact avec vous. Mais c'est vrai qu'à un moment, on a senti peut-être qu'on n'avait pas la reconnaissance qu'on pense mériter. On a mis beaucoup en avant la première ligne, et autant il n'est pas question de remettre en cause la première ligne, tout ce qui concerne le personnel hospitalier. On a aussi beaucoup parlé, surtout en début de crise, des salariés de la grande distribution, des transporteurs routiers, qui font partie absolument de la chaîne de distribution. Mais selon nous, on a quand même peu vu d'exposition médiatique, peu de reportages dans nos usines, peu de reportages dans nos champs de récolte. Et pourtant, je peux vous dire que notre activité a été perturbée, certes, mais en tout cas, on a continué à assurer. Et ce qui prouve toute la résilience, comment dirais-je, de notre filière, toute la résistance de notre filière. Et quelque part, je souhaite en tout cas dédier cette conférence de presse justement à tous les acteurs de notre filière qui ont tenu bon en 2020 et qui ont prouvé que l'autosuffisance alimentaire sur nos catégories de produits, ce n'est pas une gageure et c'est une arme aussi géostratégique. Alors, on va vous présenter aujourd'hui quelque part, partager avec vous en tout cas les enjeux de la filière, donc en présentant quelle est l'Unilet. On vous présentera aussi en quoi l'année 2020 a été une année historique. Et pour ce faire, donc Cyril Auguste partagera avec vous des données de consommation, des données de marché. Et je puis vous dire que moi, j'ai souvenir d'une visioconférence de crise le 18 mars 2020, donc 48 heures après être entré en confinement. On s'était réunis parce qu'on était tous industriels, transformateurs, producteurs complètement chaos, en disant qu'est-ce qui va se passer. On ne trouvait pas de camions à affréter. Il y avait des usines, d'autres secteurs industriels français, tels que l'industrie automobile, rappelez-vous, qui fermaient leurs usines. Et nous, on se disait, il faut qu'on continue à assurer, mais sauf que nos salariés, il a fallu aussi les rassurer, mettre en place toutes les distances, les mesures sanitaires nécessaires afin d'assurer leur sécurité. Et je me souviens de ce 18 mars 2020, alors qu'on est tous des entrepreneurs habitués à gérer des situations complexes, l'un d'entre nous dire, mais
il faut qu'on trouve absolument les moyens de continuer à avancer, parce que si jamais demain, nos usines, notre filière s'arrête, on n'alimentera plus la chaîne alimentaire et il y a des risques de guerre civile. Et on a assuré, notre filière a assuré, et on vous montrera les chiffres de consommation qui sont, somme toute, assez impressionnants. Donc, dès lors que Cyril aura terminé sa présentation sur les marchés, donc Jean-Claude Oran vous partagera avec vous quels sont les enjeux sur la partie amont, sur la partie production au niveau de la filière. Il y a des évolutions sociétales très fortes, on en est absolument conscient, on les accompagne. Moi, je n'hésite pas à parler de révolution alimentaire, même si parfois on doit faire face à des injonctions contradictoires. En tout cas, c'est le marché qui décide et ça crée forcément certaines tensions au niveau de filière. Et Jean-Claude partagera de manière tout à fait transparente et rationnelle les challenges qui sont les nôtres aujourd'hui. Et on terminera par une mise en perspective aujourd'hui vers où veut aller notre filière, sachant que pour nous, aujourd'hui, c'est une première, mais c'est aussi une prise de rendez-vous puisque on veut maintenir le contact avec vous et continuer à vous alimenter pour partager avec vous quelles sont les avancées de notre filière par rapport aux évolutions sociétales qui sont en cours. Alors, point d'organisation, c'est qu'on a prévu une session de questions-réponses en fin de présentation. Donc, on se réserve 15-20 minutes et je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions via le chat et on se fera un plaisir d'y répondre en fin de présentation. Donc, l'Unilet. Alors, si on n'est pas forcément toujours très connu, ça nous revient un petit peu parce que c'est vrai que le terme Unilet n'est pas forcément toujours très parlant. Mais si je résume, c'est l'union interprofessionnelle des légumes en conserve et surgelés. Ça regroupe d'un côté, comme je vous l'ai dit, 4500 producteurs qui travaillent exclusivement et de manière très resserrée avec 10 entreprises, 23 sites industriels. Tout ça réparti sur l'ensemble du territoire, puisqu'il y a 3 productions, mais Jean-Claude Oran vous en parlera. Mais point important, c'est que ces 4500 producteurs qui sont engagés dans la filière d'industrie, dans la filière des légumes en transformation, représentent environ un tiers des surfaces de légumes cultivées en France. Et je me permets de faire un point à ce stade, c'est que contrairement à parfois certaines idées reçues, c'est que les légumes qui rentrent dans nos usines de transformation ne sont pas des rebuts de la production du frais. Au contraire, ce sont des produits qui sont mis en culture avec l'aide des industriels pour justement après pouvoir répondre au cahier des charges des industriels. Mais en aucun cas, ce sont des rebuts du secteur frais. Donc, c'est un tiers de la production de légumes en France, comme ça, qui va vers la filière légumes industrie. Un demi-million de tonnes par an environ de production de légumes en conserve et 370 000 tonnes qui sont orientées vers les usines de surgélation. Et c'est le périmètre de l'Unilet, c'est 15 légumes. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir… alors, ce que je disais, excusez-moi, donc je dis 2 collèges sur l'Unilet, le CENALDI, l'Association nationale des producteurs de légumes pour l'industrie, dont le président est Jean-Claude Oran, et donc la FIAC section légumes, qui représente le collège industriel. Alors, on a été même nous-mêmes surpris du succès de nos produits auprès des consommateurs. Et pour bien comprendre, on s'est dit, vous réunir uniquement pour faire une présentation statique de la filière, ce n'était pas satisfaisant pour nous. Donc, ça nous a forcé à quelque part questionner nos fondamentaux. Et du coup, pour la première fois, on a commandé une étude plus d'usage et attitude auprès de consommateurs. On a fait cette étude via le CSA auprès d'un échantillon représentatif de 1000 consommateurs fin 2020. Et ce sont les résultats de cette étude que nous allons partager en avant-première avec vous aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a des aspects qui sont extrêmement importants. En tout cas, c'est une première puisque l'Unilet n'avait jamais fait ce genre d'études consommateurs auparavant. Alors, la première chose, c'est que pour une filière qui
qui n'a pas forcément la reconnaissance, en tout cas grand public, force est de constater que 99% des foyers français possèdent au moins un de nos produits, en ce qui concerne les produits, les légumes en conserve, et 98% pour les surgelés. Donc, vous voyez, le taux de pénétration de nos produits dans les ménages français est très élevé. Et plus d'un Français sur deux consomme au moins une fois par semaine l'un de nos produits. Donc, on a des produits qui sont extrêmement plébiscités et consommés par l'ensemble des consommateurs français. Alors, quels sont les critères d'achat par rapport à nos produits? D'abord, ce sont des produits qui présentent des facilités de conservation, soit sur la pertisée ou sur les… Alors, petit point de technique, c'est que même si c'est une interprofession qui représente les légumes en conserve et les légumes surgelés, vous verrez que systématiquement, quand on a fait cette étude consommateur, vous verrez qu'il y a un pictogramme qui représente les données relatives aux légumes en conserve et les données relatives aux légumes surgelés, sachant qu'il peut y avoir à la marge des différences entre nos deux modes de consommation en tout cas. Toujours est-il, les trois bonnes raisons pour consommer nos produits, c'est la facilité de conservation, le gain de temps et les facilités de stockage. Donc, on va dire trois critères qui sont importants pour le consommateur moderne. En plus de ça, il y a un point qui est important. Ce que je vous ai dit, c'est que notre filière, c'est un tiers des hectares dédiés à la culture du légume. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que nos productions sont ce qu'on appelle des productions dans le légume de plein champ. Donc, on n'est pas sur des productions sous abri, ce qui veut dire que la production de nos légumes suit le rythme des saisons. Et par exemple, je vous mets au défi en ce mois de janvier de trouver quelque part en France des cultures de haricots verts. Ce n'est pas la saison. Or, notre filière, nos produits permettent au contraire la consommation des 15 légumes qui sont sous le périmètre Unilette 365 jours par an, et c'est ça qui est quelque part aussi plébiscité par les consommateurs. Donc, cette facilité de consommation tout au long de l'année. Que cherchent les consommateurs quand ils viennent sur nos produits? D'abord, ils cherchent un légume. Je veux dire, on représente 15 légumes, du haricot vert, les petits pois, les épinards. Le prix, nous sommes des produits du quotidien, 99% de pénétration. Aujourd'hui, un kilo de légumes qui sont en conserve, en surgelé, ça coûte moins de 2 euros. Pour moins de 2 euros, vous pouvez nourrir une famille. Donc, cet aspect prix aussi, cet aspect, le produit abordable, est un des critères recherchés par les consommateurs. Et là, vous voyez, sur le troisième critère d'achat pour les légumes en conserve, c'est la marque, parce qu'il y a deux marques qui sont très fortes, très reconnues auprès du grand public. Alors que sur le secteur des légumes surgelés, les consommateurs recherchent plutôt l'origine géographique, dans la mesure où 80% des ventes de légumes surgelés en GMS sont faites plus sur la marque de distributeur, donc c'est une différence notoire. En tout cas, le prix et les légumes sont les critères, les deux principaux critères d'achat pour les consommateurs. Les qualités de nos produits, on l'a dit un petit peu plus tôt, ce sont des produits qu'on peut consommer 365 jours par an, qui sont faciles à cuisiner, faciles à conserver, qui permettent de varier les repas, et dans le cadre des légumes surgelés qui permettent aussi d'éviter le gaspillage. Donc, vous voyez, par rapport aux attentes des consommateurs aujourd'hui, nos produits, ils font partie du paysage. On a parfois tendance à les oublier, mais ils cochent quand même pas mal de cases par rapport aujourd'hui aux attentes consommateurs. L'indice de confiance, et ça a été pour nous un des principaux enseignements, je pense, de notre étude, c'est qu'on est sur des entreprises qui ont plusieurs décennies d'existence, des produits qui ont plusieurs décennies d'existence, et de ce fait, la relation de confiance qui existe entre nos produits et les consommateurs est très élevée. 85%, 93%, on est sur des indices de confiance qui sont supérieurs à la moyenne ou à ce qu'on peut trouver sur d'autres secteurs d'activité alimentaire, et ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être, nous les premiers, oublié
nous-mêmes. En tout cas, ça nous a permis de le remettre en exergue. Autre point important résultant de notre étude, qui est plus là par contre en ligne avec ce qu'on peut trouver sur les autres filières alimentaires françaises, c'est qu'aujourd'hui, et c'est plutôt une bonne nouvelle, les consommateurs français sont prêts à payer plus cher pour l'origine France, que ce soit sur les produits en conserve ou les produits, les légumes surgelés. Et vous verrez, dans la deuxième partie ou en guise de conclusion, on vous montrera l'évolution qui a été très rapide justement des produits qui aujourd'hui possèdent le logo fruits et légumes des France, mais c'est quelque chose sur lequel notre filière va continuer à capitaliser. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, avant de passer la parole donc à Cyril Auguste, qui va partager avec vous justement des données de consommation relatives à l'année 2020, et vous verrez que les tendances de consommation, honnêtement, ont été très fortes. Ça a d'ailleurs mis beaucoup de pression sur notre filière, il faut être très très clair. Fait d'actualité que je veux partager avec vous, je n'ai pas plus d'informations que vous, je ne fais pas partie, mais je ne sais pas ce que notre Premier ministre annoncera ce soir, mais je puis vous dire que depuis 48 heures, notre supply chain est mise à forte contribution. On a des volumes qui recommencent à tirer très très fort en prévision des annonces ministérielles de ce soir. Donc, pour prouver encore une fois toute la résilience et l'adaptabilité de nos filières au fur et à mesure des annonces qui seront faites et qui impactent la consommation de nos produits. Voilà, Cyril, je te passe la main. Merci Olivier, bonjour à tous. En fait, ce que nous apprend l'étude qu'a partagée Olivier sur les raisons de consommation en fait, de nos produits, ces raisons de consommation, elles éclairent vraiment les tendances qu'on a observées sur les marchés. On va partager avec vous maintenant, en fait, effectivement, des données, cette fois-ci quantitatives, issues des panélistes. En l'occurrence, vous verrez ici Kantar, qui mesure le plus souvent la réalité des ventes dans la grande distribution. Et puis, on va partager également avec vous certaines données sur la restauration hors domicile. Donc, le premier élément, d'un point de vue quantitatif, c'est de partager avec vous, en fait, tout simplement, une année exceptionnelle. Donc, vous avez à l'écran les données gauche pour la conserve, à droite pour le surgelé, en volume, les quantités vendues sur une année, sur un cumul annuel mobile, se terminant à la fin du troisième trimestre 2020, c'est-à-dire s'arrêtant avant les données les ventes du deuxième confinement en France. Ce que vous constatez tout simplement, c'est une progression record des ventes tant sur le marché de la conserve, puisque vous voyez une progression de 7,7%, au-delà des 700 millions de boîtes vendues en 2020, et de 8,5%, également très forte, sur le surgelé. Ce que nous allons voir, c'est que ces progressions annuelles, en fait, masquent des disparités très fortes, avec des pics très forts, notamment lors du premier confinement qui est dans ces chiffres, et on verra, on atteignait des croissances de l'ordre des 30% sur les mois concernés de confinement. Donc ça, c'est un premier élément très fort. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qui et comment ces produits ont été consommés. Et donc, en réalité, ce qu'on appelle la pénétration, le taux d'acheteurs, a progressé sur les deux catégories de produits. Tant la conserve, vous voyez, 97%, c'est-à-dire quasiment tous les foyers. Également le surgelé qui a également été tiré par une montée de l'équipement des ménages, par ailleurs, qui explique aussi une partie en surgélateur. Ici, ce qui est très important à noter, c'est que oui, il y a eu plus d'acheteurs de nos légumes surgelés et en conserve, mais ces acheteurs ont eux-mêmes acheté plus de quantité et plus fréquemment. Et le point de la fréquence est très important, c'est ce que vous voyez ici, puisque cela confirme que, au-delà d'un simple achat de précaution, on a eu une augmentation de la consommation. Ces produits ont été consommés, réachetés. Et donc, là encore, ça signifie bien toute la pertinence de ces produits, au-delà de leur facilité de stockage, mais dans l'utilisation au quotidien face à une consommation à domicile qui, vous le savez, a forcément augmenté durant cette crise. En termes de canaux de distribution, vous avez ici un point sur l'évolution de nos ventes par, on va dire, secteur de distribution entre hypermarchés, supermarchés, les discounters, le drive et l'Internet,
les circuits de proximité, les circuits spécialisés. En haut, la conserve, en bas, les données du surgelé. Dans les deux cas, en réalité, ce que l'on constate, c'est que, on l'a vu, notamment le premier confinement a été assez peu favorable aux hypermarchés et beaucoup plus favorable aux magasins de proximité, mais surtout au développement exponentiel des ventes en ligne, donc le drive, les solutions et également la livraison. Et donc, sachant que ce circuit, notamment du drive, a même dépassé la barre des 10% de part de marché régulièrement sur les semaines de confinement. Et donc, tout naturellement, nos catégories ont aussi suivi cette tendance marquée sur l'ensemble des produits de grande consommation. Je vous le disais, ces données annuelles, elles cachent des évolutions très très fortes durant les périodes de confinement. Donc, vous avez ici les chiffres. Pendant les mois, le mois du premier confinement notamment, on a eu une évolution sur les légumes surgelés au-delà des 30% de croissance en volume comparé à l'année 2019, 28% sur les conserves, on est bien dans les mêmes ordres de grandeur. Il est aussi important de noter que, en fait, on a eu une rémanence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, je vous le disais, seulement un achat de stockage, mais il y a eu un changement des habitudes de consommation qui a fait que, après nos différentes périodes de confinement, nos catégories sont restées très significativement en croissance. Vous voyez, de plus 8% sur les surgelés, plus 3% sur les conserves. Ça veut dire que, bien évidemment, la consommation, la prise de repas à domicile a très fortement impacté les ventes en grande distribution, mais aussi que ces produits ont trouvé l'utilité et la valeur ajoutée de ces produits est indéniable pour les consommateurs au quotidien. Dernier point, sur le deuxième confinement, on a à nouveau constaté ces mêmes croissances très très fortes sur les deux catégories de l'ordre de 50%. Le point important à noter, c'est bien évidemment de savoir qu'une partie effectivement de ces ventes, c'est le résultat d'un transfert des prises de repas hors domicile au domicile sous l'effet du confinement et hors confinement, l'effet massif et généralisé du télétravail et aussi la fermeture d'une partie des solutions de restauration hors domicile. Donc, pour faire un petit point sur le poids de la restauration hors domicile, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, vous avez cette fois-ci des données quantitatives qui vous permettent en fait de voir la répartition des volumes vendus de légumes en conserve à gauche et surgelés à droite entre les deux réseaux, c'est-à-dire la consommation à domicile à travers la grande distribution et la restauration hors domicile, la zone saumon. Ce que vous constaterez, et ça aussi c'est un contraste fort de nos activités, c'est que les légumes surgelés sont à 50% en fait consommés, vendus sur le réseau de la restauration hors domicile. Et donc, on va voir dans les données suivantes que les secteurs de la restauration hors domicile sur lesquels ces volumes sont écoulés ont été fortement impactés par la crise. Donc, vous avez ici, sur ces données également, toujours cette fois-ci un focus sur les ventes en réseau hors domicile avec les différents réseaux hors domicile. Donc, la restauration sociale, en fait. Donc, la restauration sociale, c'est la restauration collective. Donc, on va retrouver plusieurs rubriques, travail, les cantines d'entreprise, effectivement, l'enseignement, avec les CROUS, notamment, et puis l'univers de la santé et du social. Et puis, la restauration commerciale, c'est-à-dire la restauration, des restaurants souvent plus indépendants. Bien évidemment, que ce soit sur le surgelé comme sur l'ambiant, on a vu que c'est essentiellement un marché surgelé, vous voyez, 250 000 tonnes. C'est les secteurs du travail, de l'enseignement, qui ont fortement été impactés, puisque ces secteurs ont souvent été fermés, ainsi que la restauration commerciale pendant les confinements. Donc ça, c'est un vrai point, c'est qu'on a eu effectivement un contraste fort entre les dynamiques de la grande distribution et celles qu'on a eues sur le circuit hors domicile. Maintenant, si on revient sur les marchés, la consommation à domicile et qu'on remet en perspective cette année 2020 avec l'historique de nos catégories, ce qu'on constate, c'est qu'on avait des catégories, on va dire, plus ou moins stables, on va dire essentiellement stables sur la durée. Et donc, cette très forte croissance que l'on a connue en 2020 est un vrai challenge un vrai défi, pardon,
pour une industrie et une filière comme la nôtre. Un point peut-être pour vous concrétiser les légumes dont on parle, c'est important sur les légumes surgelés notamment. Donc sur les légumes surgelés, ce que vous voyez ici, c'est la répartition en fait des différents volumes par type de légumes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va se parler essentiellement de monolégumes ou de mélange de légumes, souvent nature. Nos produits sont essentiellement consommés dans un usage ingrédientaire, d'accord, pour être remis en œuvre. Et c'est en cela qu'ils répondent aujourd'hui parfaitement à cette tendance du fait soi-même. Cet appétit retrouvé pour le fait de faire la cuisine, notamment en famille, depuis ces périodes de confinement, et donc qui rend nos produits particulièrement pertinents dans cette période particulière. Un point sur la conserve très rapidement. La conserve, vous avez ici la répartition des différents légumes de plein champ qui constituent les volumes de la conserve, avec une star qui est véritablement l'haricot vert et les légumes verts de façon générale avec les pois. Dernier point en termes de répartition des ventes au sein de la grande distribution. Donc on a vu tout à l'heure l'évolution et la très forte progression de ce qu'on appelle le drive et l'Internet, donc des ventes en ligne. Il faut bien comprendre que ces produits restent aujourd'hui majoritairement vendus dans les réseaux d'hypermarchés et supermarchés, avec une spécificité sur les free centers, bien évidemment, sur le surgelé. Voilà pour ce qui concerne les évolutions du marché, effectivement, en 2019 et 2020 sur nos catégories. Et je passe la parole à Jean-Claude Laurent. Merci Cyril. Donc Jean-Claude, vous avez vu les évolutions sociétales et les évolutions de vente et les canaux de distribution qui sont quand même des évolutions très fortes. Et Jean-Claude Laurent partagera avec vous justement quelles sont les interactions et en quelle mesure ces mutations mettent de la pression sur le département ou sur la filière amont. Et 30% d'augmentation, Dame Nature, elle ne sait pas faire. Je vous rappelle qu'on produit en plein champ. Donc, Jean-Claude partagera avec vous, comment dirais-je, la manière de fonctionner et surtout vraiment le terme filière. On n'est pas sur le partenariat, on est vraiment sur une filière. C'est que le succès des industriels dépend du succès des producteurs, des agriculteurs et vice-versa. Jean-Claude, la parole est à toi. Merci Olivier. Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Jean-Claude Laurent. Je suis agriculteur en Bretagne, à Monteneuf, sur la commune de Monteneuf, qui est dans l'est Morbihan. C'est à peu près à 35 km au sud de Rennes. Donc, je suis en société avec 3 associés, un frère, un cousin et un fils. Donc, nous sommes en production animale porcine, naisseur-engraisseur, et en production végétale, céréales, légumes, oléagineux et porte-graines. Donc j'interviens en tant que président donc, du CENALDI et j'interviens au nom des producteurs de légumes pour l'industrie donc en France. Alors, nous avons bien sûr une production de légumes conservés et surgelés, une filière complète en France qui est un modèle sur lequel d'ailleurs certains de nos collègues peuvent s'appuyer, mais qui a été malmené, bien sûr, cette année par un contexte complètement inédit. Donc, cette filière française de légumes, elle est naturellement au cœur de nos régions et elle contribue à l'économie rurale dans nos régions. Donc, ici, là, vous avez un slide sur justement la répartition des zones de production. Donc, vous notez qu'il y a 3 grands bassins de production, depuis les Hauts-de-France en passant vers le centre pour aller sur la Bretagne et les Pays de Loire, et puis, bien sûr, sur le sud-ouest. Donc, la répartition, on l'a juste à côté, en sachant que les Hauts-de-France représentent 48% de ces surfaces, la Bretagne, Pays de Loire 33% et le Sud-Ouest 19%. Alors, notre objectif à nous producteurs, c'est bien de produire des légumes frais, de qualité et diversifiés
pour la transformation par nos industriels. Donc la filière légumes en conserve et surgelés représente un tiers des surfaces totales consacrées aux légumes en France. Ça représente un peu plus de 70 000 hectares de légumes, soit 870 000 tonnes de légumes qui ont été récoltés en 2019. Donc 80% de ces surfaces-là sont des pois et haricots. Ce sont bien des cultures produites en saison et en plein champ, c'est-à-dire en pleine terre, au même titre que du blé ou du colza ou du maïs. Ce ne sont pas des maraîchers, nous ne sommes pas des maraîchers, ce sont bien des cultures en pleine terre, en plein champ, récoltées à maturité. Alors récoltées à maturité pour une optimisation de la qualité produit, c'est évident. Donc on cible toujours l'optimum pour récolter un légume juste à maturité. Et puis pour préserver cette fraîcheur, il faut savoir, sachez qu'il y a moins de 4 heures entre le moment où le légume est récolté et le moment où il est conservé, c'est-à-dire qu'il est mis en boîte ou en surgélation. Donc ça nous permet de préserver les nutriments, notamment les vitamines. Donc les légumes, alors je vous rappelle que les légumes transformés, par les process, que ce soit d'ailleurs la pertisée ou le surgelé, n'ont aucun conservateur. Aucun conservateur est utilisé pour ce type de légumes. Seul le process ou les process suffisent à conserver le produit dans de très bonnes conditions et en très bon niveau de qualité. Alors, notre façon de fonctionner, nous travaillons bien sûr en filière, nous travaillons, j'allais dire, main dans la main entre les producteurs et les industriels. Comment Olivier l'a dit tout à l'heure, nous avons besoin les uns des autres. Donc, il y a un lien fort, un lien historique entre la production et la transformation. Donc, une relation où tout au long de l'année, les organisations de producteurs, parce que nous sommes regroupés en organisations de producteurs, et les entreprises de transformation, donc on est en lien depuis la commande que nous fournit, donc nous formulent nos industriels, la commande de légumes, en passant par les semis, et jusqu'à la livraison des légumes, la récolte et la livraison des légumes. C'est-à-dire que tout au long de la chaîne, nous sommes en lien permanent pour pouvoir faire en sorte que les cultures puissent être récoltées justement à leur optimum, dans de bonnes conditions, et que les outils industriels puissent être approvisionnés, qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement. Donc pour ce faire, nous avons une relation contractuelle. Alors une relation contractuelle sur le prix, bien sûr, mais pas que, puisque nous, bien sûr, la négociation des prix de nos cultures est un moment fort dans la vie de notre filière. Mais nous fixons un prix au début de chaque nouvelle campagne, mais il n'y a pas que cette partie-là qui est importante. Nous avons aussi des négociations sur les quantités, sur les volumes de légumes qui nous sont commandés, sur les variétés qui nous sont imposées, sur le mix produit. Alors le mix produit, c'est la différenciation dans un légume de la qualité légume. Je citerai par exemple fin, très fin, extra fin. Vous avez sûrement vu ça sur les boîtes ou sur des sachets de surgelés. Donc, en fonction du mix produit, forcément, nous, on est à l'écoute des attentes et on produit le légume qui est commandé. Et puis, en dernier point, on a aussi pas une négociation, mais un sujet d'échange sur la qualité des produits, dans le cadre de qualité de produits de nos légumes. Il y a un cahier des charges, des cahiers des charges d'ailleurs par légumes qui sont réactualisés tous les ans pour répondre aux attentes consommateurs, aux attentes du marché. Donc on vous met ici un exemple sur cette slide, un exemple de planning pour les petits pois et pour les haricots.
pour vous expliquer que voilà, on ne produit pas du petit pois ou des haricots toute l'année, on ne les produit que pendant la saison où on peut les produire. Donc il y a un planning de semis, il y a un planning de récolte, il y a bien sûr un planning de transformation. Donc tout est inscrit, tout est lié. Et puis enfin, pendant l'hiver, pendant la période où il n'y a pas de production, on a une relation avec nos transformateurs justement pour préparer la campagne suivante, la campagne qui arrive, avec des négociations et des contractualisations. Alors vous l'avez compris, on travaille avec les saisons, hein, c'est un secteur saisonnier, mais on n'échappe pas non plus aux contraintes, aux règles à laquelle nous sommes tous soumis. Donc nous avons aussi été bouleversés par un contexte imprévisible, hein, et par aussi le changement climatique. Alors, des légumes de plein champ, je l'ai dit tout à l'heure, au rythme des saisons, bien sûr. Donc, on fonctionne par rapport aux saisons, mais on a aussi sur nos cultures, la particularité, c'est qu'on a des cycles extrêmement courts. On cite là l'exemple qu'un petit pois, ça se fait sur 3 mois, un petit pois, ça se fait sur 4 mois, oui, un haricot, 3 mois. Comparé, pour vous donner un exemple, comparé à du blé ou à du colza, où on est sur des cycles de 10, 11 mois. Donc, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Les légumes cultivés en France sont réellement implantés sur nos territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, on est bien en plein champ et en pleine terre. Mais ce que l'on a remarqué ces dernières années, c'est que non seulement on a des cycles naturels par légumes et des saisons, mais on a aussi les effets de la météo qui viennent quelque peu favoriser ou perturber nos cultures, parce que sur des cycles très courts, il faut très peu de choses pour que la culture justement soit impactée sur soit son volume, son rendement, soit sur la qualité du légume lui-même. Donc, nous avons un objectif, et bien sûr de livrer des légumes qualité de produit extrêmement frais pour la transformation, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Pour que vous puissiez comprendre, je cite un exemple sur la qualité de produit. Des petits pois qui ont justement eu un problème, qui sont trop durs ou farineux, ce n'est pas du tout bon pour la transformation et ce n'est pas bon du tout pour le consommateur. Les haricots verts qui ont du fil, c'est la même chose. Donc, on met tout en œuvre justement pour avoir une qualité de produit irréprochable et pour éviter justement que nos légumes ne soient pas conformes et qu'il n'y ait pas ce genre de problèmes qui surviennent. Alors l'année 2020 aura été très particulière, bien sûr, mais au-delà de la crise sanitaire, nous avons aussi remarqué sur cette année que les aléas climatiques peuvent avoir un impact énorme sur nos cultures, puisque le légume, ça reste malgré tout une culture, je vous l'ai dit, à cycle court, mais aussi très fragile par rapport aux conditions météo qui nous arrivent au moment où la culture est en place. Et en 2020, regardez, à titre d'exemple, par rapport aux prévisions que nous avions faites, nous sommes à moins 14% en volume sur les quantités de pois que nous avions prévu récolter. Nous sommes à moins 12% pour les flageolets et à moins 11% pour les haricots. Alors, pour faire face à ces problématiques de dérèglement climatique ou de réchauffement climatique, je ne sais pas comment il faut appeler ça, forcément, nous sommes mobilisés, hein, et nous avons entamé plusieurs réflexions pour essayer de voir comment on pouvait endiguer ces phénomènes. C'est extrêmement complexe, on les subit. Alors aujourd'hui, au-delà des réflexions, on a déjà quelques investissements qui sont engagés, notamment dans l'irrigation pour pouvoir apporter de l'eau au moment où c'est nécessaire. Et de l'apporter avec précision et avec économie. Alors, il y a aussi les sélections variétales, mais là, on s'engage sur quelque chose à beaucoup plus long terme, puisque sur des sélections variétales, il nous faut plusieurs années, pour quelques années, on est sur du moyen long terme
pour obtenir des nouvelles variétés plus résistantes, par exemple, au stress hydrique. Donc, vous l'avez compris, notre filière, elle est agile, puisque suite à la crise que nous avons subie au printemps 2020, donc nous avons prouvé notre agilité en nous mobilisant pour faire face à la demande qu'avait déclenché cette crise. Donc, on a quand même doublé nos approvisionnements auprès des magasins en un temps record, au printemps 2020. Bon, bien sûr, nous notons que les surcoûts importants n'ont pas été répercutés sur les prix de vente. Et puis, on remarque aussi aujourd'hui que certains légumes transformés sont à ce jour sous tension. Ils sont sous tension parce que la variabilité des ventes qui était inattendue suite au confinement et aux caprices de la météo a fait que voilà, on n'était pas préparé à ce genre d'événement. Donc aujourd'hui, on constate qu'effectivement, certains légumes sont sous tension parce que voilà, ce sont les conséquences de ce que nous avons vécu ces derniers temps. Donc, c'est une situation inédite et à risque, bien sûr, surtout parce qu'on a un manque de visibilité pour notre filière. Donc, une tension, bien sûr, sur la disponibilité des volumes, des différents légumes. On a aussi une nécessaire revalorisation des prix. On a besoin d'une nécessaire revalorisation des prix auprès de la distribution pour justement intégrer ces coûts supplémentaires, mais aussi pour pérenniser nos productions, pour pérenniser notre filière légumes transformés en France. Parce qu'aujourd'hui, si on veut renouveler les générations de producteurs, il faut qu'on ait une production aussi qui soit attrayante pour que des jeunes puissent venir dans nos métiers. Et il faut savoir que à ce jour, on a 40 à 50% des producteurs qui arrivent à l'âge de la retraite, c'est-à-dire qui ont entre 55 et 60 ans et qui arrivent à la retraite donc dans les 5 prochaines années. Donc il y a un véritable défi là, un véritable défi à relever pour pouvoir justement pérenniser nos productions et renouveler les générations. Alors bien sûr, les conséquences aussi de cette crise, de ce confinement, c'est sur l'incertitude de l'avenir de la restauration hors domicile. Donc on vous l'a expliqué tout à l'heure, Cyril l'a expliqué, Olivier vous l'a expliqué aussi. Effectivement, les modes de consommation ont bougé, ont changé avec ce confinement. Et le plus gros impact que l'on a eu, le plus gros impact négatif, ça a été bien sûr sur la RHD. Donc, pour le moment, on n'a pas de visibilité et on a une incertitude là-dessus. Enfin, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, sachez que la filière légumes transformés met tout en œuvre pour répondre aux attentes sociétales et développer des modèles agricoles plus vertueux, encore plus respectueux, bien sûr, de notre environnement. Et la satisfaction des citoyens consommateurs est notre priorité. Et nous y travaillons activement à tous les niveaux, sur tous les sujets nous concernant, bien sûr. Et c'est pour toutes ces raisons, et aussi pour bien se comprendre, que nous demandons à échanger et à communiquer. C'est vraiment la volonté de notre filière légumes transformés. Voilà. Donc, on aura un petit temps après si vous souhaitez poser des questions. Et là, je vais repasser la parole donc, à Olivier. Merci Jean-Claude. Donc, vous l'avez vu, il y a quand même des challenges très forts qui se posent sur la filière. Donc, des tendances de consommation qui bougent, même si on manque de visibilité quand on fait des prévisions de vente sur l'année 2021, quelque part, on s'adaptera et on fera preuve d'agilité. Néanmoins, il y a des tendances de consommation, des marchés qui sont ancrés, qui s'inscrivent pour moi dans le temps long. Et ce qu'on voudrait, c'est partager avec vous aujourd'hui le plan de filière qui, quelle que soit
encore une fois, les impacts du Covid ou la durée de cette crise Covid, voilà, il y a des tendances, des attentes sociétales qui sont là pour durer et auxquelles on a commencé à répondre. Donc, pour ce faire, on a lancé un plan de filière en 2018, un plan de filière sur 5 ans qui est bâti autour de 4 axes. Hein. C'est la préservation de l'environnement, tout ce qui est développement durable, la segmentation du marché, et Jean-Claude l'a bien mentionné, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de création, de captation de valeur ajoutée pour la filière, pour répondre aux enjeux de renouvellement de génération des producteurs, pour pérennisation des transformateurs sur l'activité économique. Les aléas climatiques font peser une grosse pression sur la productivité de la filière. Donc, il faut voilà, qu'on capte de la valeur ajoutée, de créer du développement économique, de la transparence sur la chaîne de valeur, et puis répondre aux objectifs de santé publique par rapport aux états généraux de l'alimentation avec le gouvernement français qui veut promouvoir le bien manger et on ne peut que s'en féliciter. Et ça aussi, ça crée un environnement positif, en tout cas pour accompagner la mutation de notre filière. Alors, on a déjà par rapport au plan de filière lancé en 2018, on a déjà des avancées significatives et c'est là quelque part où on n'a peut-être pas suffisamment communiqué autour de ces avancées significatives. Donc, tout ce qui tourne autour de l'agroécologie a été lancé. Le message est absolument bien compris. Le marché est là. Le marché est là pour durer. Aujourd'hui, les consommateurs clairement expriment une défiance vis-à-vis de certains produits phytosanitaires. Maintenant, vous voyez, le bio qui est la partie immergée de l'iceberg sur l'agroécologie, mais il faut être clair, on ne pourra pas répondre ou nourrir toute la population avec des produits bio, mais quand on regarde quand même le développement des surfaces en bio, on a doublé les productions, enfin les surfaces en tout cas en bio, en 3 ans au lieu de 5 ans. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 5% des hectares qui sont en agriculture biologique. Dans le même temps, dans cette transition agroécologique, c'est que aujourd'hui, c'est 40% et encore une fois, cette conférence de presse est une prise de contact. On reprendra contact avec vous. Aujourd'hui, on peut vous dire que 40% des exploitations légumières sont déjà bénéficiaires d'une certification environnementale, donc engagées dans cette transition agroécologique. Et ce chiffre sera encore plus élevé à la fin de l'année 2020. Et en parallèle, donc, il y a tout un tas d'initiatives qui sont faites pour la captation de valeur ajoutée. Je vous avais parlé du logo Fruits et légumes de France. Fruits et légumes de France, en 2017, il y avait 217 produits qui portaient le logo Fruits et légumes de France. À fin 2020, il y a plus de 900 produits, conserves et surgelés, légumes, qui portent le logo Fruits et légumes de France. Donc ça, c'est un vrai succès, c'est un vrai plébiscite de la part du marché. Et quelque part, c'est aussi une source de fierté pour notre industrie. Dans le cadre de la loi Egalim, on a également mis en place des indicateurs qui aident aujourd'hui à réguler les négociations entre la grande distribution ou la distribution, que ce soit la restauration ou la distribution grand public et notre filière, et aussi donc tout un tas de guides de bonnes pratiques contractuelles qui sont mis en avant pour pérenniser cette relation plus fluide, cette, comment dirais-je, peut-être meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs de la filière. Alors, on va continuer à avancer sur le schéma dans le cadre de notre schéma directeur. Clairement, la transition agroécologique est au cœur de notre stratégie. Donc, on continue à appuyer très fortement sur ce levier. Le but étant de préserver la souveraineté alimentaire européenne et française. Et on l'a vu dans le cas de la crise Covid. C'est quand même plutôt rassurant de savoir qu'on est capable de maintenir sans rupture majeure la chaîne alimentaire française. Donc, on va continuer clairement sur cet aspect. Et aussi, il est impérieux de créer de la valeur ajoutée pour tous les acteurs. On n'est pas sur un métier de commodité, même si ce sont des produits de première nécessité. On l'a vu, consommés par 99% des ménages français, plus d'une fois par semaine par 50% des consommateurs. Mais néanmoins, il faut que le consommateur aussi, et on pense que le consommateur aujourd'hui l'a compris, se dise que la transition agroécologique, ça a un prix.
nos produits sont faiblement valorisés, mais c'est pas ça, c'est pas nos produits qui mettent en péril, on va dire, l'impact économique, en tout cas sur les achats des ménages français. Et puis, on contribue à l'équilibre alimentaire des Français. Encore une fois, le gouvernement aujourd'hui a bien compris que la souveraineté alimentaire, c'était stratégique. D'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, il y a tout un tas de mesures qui sont destinées à notre industrie et on est bien décidé à capter ces aides publiques. Donc, si je dois résumer pour cette première prise de contact, nous avons une filière qui est reconnue par les Français, mais pas que. Je peux vous dire que on fait aussi de l'export et que les autres acteurs européens et pas qu'européens valorisent très fortement l'expertise française sur la transformation de légumes. La crise a été un révélateur prouvant la résilience de notre filière et aussi remettant nos produits au goût du jour auprès des consommateurs. Et ça, cette tendance, elle est faite pour rester et on est bien décidé à surfer sur cette tendance de consommation des ménages. Donc, on a une filière qui est prête pour affronter les changements sociétaux, accompagner cette révolution alimentaire, tout en aussi étant vigilant, puisque, et je crois que Jean-Claude Oran l'a bien mentionné, les changements climatiques ont un impact tout sauf négatif sur la pérennité de nos filières. Voilà. En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas été trop long pour cette première, mais ça nous tenait à cœur de partager avec vous toute notre expertise, tout ce qu'il y a derrière ces filières. Déjà, je voudrais remercier tous les journalistes encore une fois, pour l'intérêt qu'ils portent à notre filière. Je crois que la richesse des questions prouve qu'il y a des attentes. On sera très content d'y répondre, même de manière un peu plus individualisée. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses déjà qui sont engagées. La filière, clairement, aujourd'hui, est reconnue et a besoin aussi d'embarquer les pouvoirs publics. C'est un petit peu peut-être parfois le syndrome français, mais on aime bien se plaindre. Mais je crois que là, on a une raison de célébrer une industrie tricolore qui est résiliente, qui fait des envieux au niveau international. Je peux vous dire que si on avait la capacité à livrer, il y a certains marchés aujourd'hui qui adoreraient avoir accès à la matière première française. Donc, on a une occasion de célébrer notre industrie. On continuera à communiquer avec vous. Je vous l'ai dit en introduction. On travaille avec le conseil d'administration de l'Uniled justement sur continuer à maintenir cette vision stratégique pour la partager avec vous, avec le grand public, avec les pouvoirs publics. Et c'est un galop d'essai pour nous en espérant que ça a répondu à vos attentes. On répondra encore une fois individuellement. Mais je peux vous dire aussi, c'est que régulièrement, nous ferons des points d'étape avec vous pour dire où en sommes notre filière, où en est notre filière, pardon. Et encore une fois, je crois que on peut tous se réjouir d'avoir des champions tricolores sur les filières légumes surgelés et en conserve. Voilà. Merci en tout cas pour votre intérêt.